J'ai finalement réussi à déterrer les secrets que la famille de Faye me cachait. On a déménagé il y a 2 semaines dans une ville où j'ai trouvé un nouveau travail. Ce n'est qu'à 1 heure de route de notre ancien logement. L'étrange activité qui nous tourmentait la nuit a complètement cessé pendant 1 semaine lorsque nous avons emménagé dans notre nouveau logement. Cependant, elle a repris au bout d'un moment, comme je le craignais. Notre nouvelle maison n'avait pas encore été bénie par Angela lorsque l'activité a recommencé. Latan Anototkua, l'imposteur, n'a pas abandonné Faye. Son jeu consiste à nous pousser à bout, jusqu'à ce qu'on baisse les bras. J'avais prévu un chat sur Skype avec la mère de Faye, mais selon les recommandations des Redditeurs, j'ai attendu que nous ayons déménagé. La crainte était que Laura ne divulgue quelque chose sur Skype que l'imposteur pourrait utiliser contre nous. Plus il en découvre sur nous, plus il peut m'imiter et imiter n'importe quel membre de la famille de Faye, vivant ou mort. Quand elle est endormie, Faye est très sensible aux suggestions. L'hypothèse que No Sleep a développée est qu'il y a certaines choses que l'imposteur doit savoir sur Faye afin de s'infiltrer complètement, de la contrôler et peut-être même de la tuer. Nous ne savons pas vraiment ce qu'il prévoit de faire avec elle. Mais nous savons qu'il est particulièrement curieux de la signification du chiffre 5 que Faye a dessiné sur une fenêtre pendant son somnambulisme. Elle est perturbée à chaque fois que le chiffre 5 est évoqué, mais ne peut pas expliquer de façon cohérente pourquoi. Je pense qu'une fois qu'il aura appris la signification de ce chiffre, il aura un pouvoir total sur Faye et pourra faire tout ce qu'il veut avec elle. Je me suis assis sur le canapé avec mon ordinateur portable et j'ai skypé avec Laura vers 22h un soir dans notre nouvel appartement, environ 1 demi-heure après que Faye se soit endormie. Il a fallu que j'insiste beaucoup avant de briser ce mur de mensonges qu'a dressé Laura sur le passé de sa famille. Et juste au moment où elle allait me le divulguer, Faye est sortie de la chambre. Il faisait sombre dans le couloir. Alors elle m'a fait une peur bleue quand j'ai vu du mouvement du coin de l'œil. Elle se tenait là, dans l'ombre, rigide et immobile. Tout son corps était raide, et sa tête était penchée en arrière dans une position douloureuse. Son menton pointait vers le plafond, et ses bras étaient levés en l'air comme pour invoquer le ciel. Cela faisait un moment qu'elle n'avait pas été somnambule. Alors j'ai immédiatement dit à Laura que je la rappellerais, et je me suis levé d'un bond. Faye m'a fait taire, et a remué ses doigts, les bras toujours tendus. Elle ressemblait à une menthe religieuse au repos. J'ai demandé « Faye, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a souri et a répondu « Tu l'as remarqué ?» Elle a fermé ses mains et l'un de ses doigts a pointé vers le plafond. J'ai dit que je ne savais pas de quoi elle parlait. Et j'ai demandé « Quoi ? Remarquez quoi ?» J'ai levé les yeux vers le plafond et je n'ai rien vu. Faye a fait une pause. Elle fait généralement de longues pauses entre ses phrases lorsqu'elle parle en dormant. Puis elle m'a dit « Il y a une vieille femme là-haut. Elle vit dans le grenier. Elle est si gentille. Elle s'est souvenue de mon anniversaire. » J'ai eu la chair de poule. J'ai eu l'impression que des insectes rampaient sous mes vêtements quand elle a dit ça. Faye dit beaucoup de choses perturbantes, et je m'y suis habitué. Mais de temps en temps, elle me surprend encore. Je lui ai demandé plus d'informations sur cette vieille femme, et elle a dit « Elle dort juste au-dessus de notre lit. » Faye a ramené ses bras le long de son corps, et ses muscles se sont détendus. Elle a cessé de répondre à mes questions. Je l'ai raccompagnée dans la chambre et l'ai bordée soigneusement. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans le noir, à regarder le plafond. J'imaginais le cadavre d'une vieille femme coincée dans les cloisons, ou se balançant au chevron du grenier. Je n'arrivais pas à sortir l'idée de mon esprit que notre imposteur avait emménagé avec nous et qu'il se faisait passer pour une vieille dame pour tromper Faye. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'une tache sombre qui s'étendait sur le plafond et qui avait la forme d'un grand homme, tout comme les taches de vomi dans notre ancienne maison quelques semaines auparavant. En m'endormant, j'ai cru entendre quelque chose de lourd qui se traînait là-haut. Laura a appelé le soir suivant. Faye n'était pas encore rentrée du travail. Nous avons donc eu une bonne heure à discuter avant que les choses ne deviennent délicates.
J'ai dû passer beaucoup de temps à la ramener dans cet espace émotionnel où elle pouvait s'ouvrir au sujet de sa fille. Et quand elle l'a finalement fait, j'ai été très surpris. C'était comme si c'était la première fois que Laura me disait la vérité sur quelque chose. J'entendais la sincérité dans sa voix. Bien que Faye avait 5 ans lorsqu'elle a développé ses troubles du sommeil, le chiffre 5 ne symbolise pas cela, c'est beaucoup plus profond. Les parents de Faye m'ont menti en me disant qu'elle s'était rendue régulièrement à la cabane de Pikes Peak tout au long de sa vie, jusqu'à l'âge de 13 ans. Et pourtant Faye prétendait n'y être jamais allée. Jamais. En réalité, Faye y est allée plusieurs fois lorsqu'elle était enfant, mais sa dernière visite remonte à l'âge de 5 ans. Elle et son père Greg étaient dehors en train de faire un bonhomme de neige, lorsque Faye a marché jusqu'à la rangée d'arbres et a commencé à parler avec quelqu'un que Greg ne pouvait voir. Elle a dit son nom, et plusieurs autres choses que Greg n'a pu entendre. Puis, elle a été prise de convulsions et est devenue catatonique. Quand elle a repris ses esprits, elle a pleuré pendant des heures. Mais c'était loin d'être toute l'histoire. Juste au moment où Faye est rentrée du travail et a franchi la porte, j'ai entendu Laura dire, quelques mois auparavant, j'étais enceinte. À la seconde où j'ai parlé à Faye, Laura a raccroché le téléphone. J'ai gardé cette révélation pour moi pendant un certain temps. Laura n'a pas répondu à mes appels après que Faye soit allée se coucher, et je n'ai jamais su ce qu'il était advenu de sa grossesse. A-t-elle fait une fausse couche, un avortement? A-t-elle donné le bébé à l'adoption? N'était-ce pas l'enfant de Greg? Des millions de questions envahissaient mon esprit. Je ne dormais pas du tout, et j'avais du mal à cacher mes pensées à Faye. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. Elle est assez perspicace et peut lire en moi comme dans un livre. Mais j'ai fait comme si j'avais mal au ventre, et je suis allé me coucher. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve absolument terrible. Probablement le pire rêve que j'ai jamais fait. Dans ce rêve, Faye, alors adulte, attaquait sa mère enceinte. Elle était somnambule, mais criait sauvagement et frappait sa mère. Tout comme elle avait frappé la porte de la chambre d'Amy lorsque sa sœur et son neveu, Becca et Caleb, nous ont rendu visite le mois dernier. Il y avait du sang partout dans le rêve, et Faye s'est enfuie dans les bois avec le fœtus. C'était si violent que je me suis réveillé en sursaut, presque en hurlant. Quand je me suis réveillé, Faye était assise dans le lit, regardant par la fenêtre. Elle était réveillée. Je le devine à sa posture, et ses yeux n'étaient pas retournés. Elle a dit « Tu l'as entendu aussi ?» Il m'a fallu un moment pour comprendre où j'étais. Quand je l'ai vue assise là, portant un t-shirt blanc immaculé, j'ai soupiré de soulagement. Il n'y avait pas de sang, c'était juste un rêve. Avant que je puisse répondre à sa question, j'ai entendu un bébé pleurer. Nous vivons dans un grand quartier de banlieue à présent, donc il était tout à fait possible que ce soit juste un bruit provenant d'une des maisons voisines. Mais la réaction de Faye m'a vraiment troublé. L'expression de son visage m'a fait penser que le son lui causait une douleur physique. Elle a grimacé et fermé les yeux, essayant de ne pas pleurer. J'ai pris son visage dans mes mains et lui ai dit que tout allait bien. Mais à ce même moment, une autre voix retentit dans l'obscurité. C'était une petite fille, et elle parlait comme un bébé. D'après ce que j'ai pu entendre, elle disait « Quand est-ce qu'on va à l'intérieur? Dans les arbres? Où ?» Elle commençait à pleurer. Pas dans le trou, pas en bas. Faye a commencé à pleurer aussi. J'ai regardé par la fenêtre, mais je n'ai rien vu. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle était si bouleversée. Elle a dit « Il est de retour. Il est là. Je sais que c'est lui. » Je n'ai rien dit pour ne pas l'affoler encore plus, mais j'étais tout à fait d'accord avec elle. Nathan a essayé de m'appeler le lendemain matin à mon réveil. C'était samedi, et Faye et moi avions prévu d'acheter de nouveaux meubles chez Ikea. Pendant qu'elle était sous la douche, j'ai rappelé Nathan. Il a répondu à la première sonnerie. Il avait une voix horrible. La première chose qu'il a dit, c'est « Félix, sais-tu quelque chose sur l'enfant ?» Quelques semaines auparavant, il avait dit « Parle-moi de l'enfant ». Et je n'avais aucune idée de qui il parlait. Maintenant, je pensais savoir.
Je lui ai donc chuchoté que la mère de Faye avait été enceinte quand elle avait 5 ans, mais que je n'avais aucune idée de ce qu'était devenu le bébé. Il m'a dit d'obtenir le plus d'informations possible de Laura à tout prix, mais de ne pas en parler à Faye. Il m'a également dit qu'il allait nous envoyer par courrier un mélange spécial d'herbes à préparer en infusion avant de se coucher. Il a dit que cela favorisait les bons rêves et que par conséquent cela nous protégerait de certaines intrusions de l'imposteur. J'ai demandé à Nathan de m'expliquer ce qu'il voulait dire. Il a répondu très simplement. Latan Anotokua ne lit pas dans les pensées. Il lit les rêves. C'était une révélation étonnante pour moi. Cela expliquait beaucoup de choses sur la cabane. L'imposteur imitait le grand-père de Faye, parce qu'elle avait probablement rêvé de lui à la cabane. Et il imitait ma mère pour la même raison. Il imite les gens que Greg a vus mourir à la guerre, parce qu'il a souvent fait des cauchemars à leur sujet. L'ancienne propriétaire de la cabane, Jennifer, entendait la voix de sa fille décédée dans la forêt la nuit, parce qu'elle rêvait régulièrement d'elle. La créature imite les personnes dont elle apprend l'existence à travers les rêves de ses victimes et reproduit leur comportement dans la forêt pour attirer de nouvelles victimes. Elle écoute aussi ce que les gens disent quand ils sont éveillés. C'est pourquoi nous avons entendu tant de voix méconnaissables et familières en même temps. Certaines de ces voix appartenaient à d'autres victimes. Cette chose erre dans l'obscurité, apprenant de sa cible, aiguisant ses compétences. C'est comme ça qu'elle chasse. Puisque je me rapprochais de la signification du chiffre 5, l'information que l'imposteur recherchait si désespérément, Faye était en plus grand danger. Mes propres rêves pourraient trahir notre sécurité. Nathan poursuivit par dire « Faye est la personne la plus fascinante que Latan Anotokua ait jamais rencontrée. Ses rêves sont mystérieux pour lui. Elle est une énigme à résoudre. Et surtout, quand il lui parle à travers ses rêves, elle lui répond. Je suppose qu'on peut dire qu'il fait une fixation très malsaine sur elle, peut-être même une adoration. » C'était la triste réalité. Faye reflète le côté sombre de l'imposteur. Quand il la regarde, il ne voit pas l'espoir, les rêves et les peurs qu'il voit chez les autres. Au lieu de ça, il voit un puits profond et impénétrable, et il sait qu'il y a quelque chose de caché en dessous. Peu importe ce qu'il prévoit de faire avec ces informations, il sait que le chiffre 5 est la lumière qui révélera le fond de ce puits et tout ce qu'il contient. Des sueurs froides ont perlé sur chaque centimètre de ma peau pendant cette conversation. J'ai serré le téléphone plus fort contre mon oreille pour ne manquer aucun mot. J'ai demandé « Pourquoi faut-il que Faye trouve la réponse ?» Ses parents savent probablement aussi ce que ce numéro signifie. Nathan dit quelque chose dans sa langue maternelle, comme s'il s'adressait à une personne assise dans la pièce avec lui. Puis il dit « Ses parents ne sont pas venus à la cabane depuis très longtemps. Son lien avec eux est faible. Peut-être qu'il ne peut pas se remémorer quelqu'un très longtemps, s'il n'est pas sur cette montagne. » Après tout, Faye a eu son trouble du sommeil depuis qu'elle est allée à Pikes Peak, mais au fil des ans, cette entité a disparu de sa vie. J'ai entendu la douche s'arrêter. Je suis sorti sur le patio et j'ai fermé la porte derrière moi. « Mais qu'est-ce qu'il veut, Nathan ?» j'ai demandé. « Je veux dire, une fois qu'il aura appris tout ce dont il a besoin, que compte-t-il faire ?» Personne ne veut me donner une réponse claire. Une fois de plus, Nathan a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Il parlait à quelqu'un d'autre. Peut-être un des anciens de sa communauté était avec lui. « C'est l'une de ces vieilles entités maléfiques, dit-il. Notre peuple y croit depuis des siècles. Quand une personne meurt, elle devient parfois un spectre. Mais ces entités étaient là bien avant. Soudain, tous les films d'horreur que Faye et moi avons joyeusement regardés ont afflué dans mon esprit. Je ne peux pas vous dire combien de films j'ai vus où une famille découvre que le fantôme dans leur maison est en fait un démon, et pour quelques raisons obscures, c'est bien pire. J'avais l'impression qu'on allait me faire ce discours. Puis j'ai dit, c'est comme un démon. Nathan s'est éclairci la gorge. Eh bien non, pas exactement. Nous ne croyons pas à l'enfer, ni à aucun lieu équivalent. Notre interprétation des autres mondes est très complexe. Mais en gros, ce type d'entité, il vous emmène.
Pas votre corps, votre esprit. Il l'emmène dans l'obscurité, loin de ce monde et de sa lumière. Très loin, des éternités en fait. La distance rend votre esprit complètement fou, et vous devenez l'un d'entre eux. C'est ce qu'il fait. Il vous sépare de l'endroit où vous êtes censé aller dans l'au-delà. Il vous vole à vous-même. Donc ouais, encore de bonnes nouvelles. J'ai également demandé à Nathan comment il faisait face à la mort de son père, et je lui ai fait remarquer qu'il avait l'air particulièrement morose aujourd'hui. Je lui ai à nouveau présenté mes condoléances, et lui ai dit que j'étais très honoré d'avoir connu Tiwé et que nous étions en vie grâce à lui. Nathan répondit qu'il savait que l'esprit de son père vivait à travers sa famille et dans la terre sacrée où il vivait. C'est pourquoi il ne pleure pas à sa mort. Mais Nathan a également dit quelque chose qui m'a glacé le sang alors que je serrais le téléphone. Il a dit « Je fais toujours le même cauchemar, toutes les nuits. Ça me tient éveillé même une fois terminé. Je suis épuisé. » Je lui ai demandé de me parler de ce rêve, car j'en faisais aussi de terribles ces derniers temps. Il a dit « C'est la cabane, je la vois dans mes rêves. Elle est assise là dans le noir, et il y a une grosse pluie. Je suis debout au loin et je la regarde. Une lumière s'allume à l'intérieur, et je marche vers elle. En m'approchant, la porte d'entrée s'ouvre lentement, et quelque chose dans mon cœur me dit de ne pas rentrer. Mais je le fais, à chaque fois je le fais. Quand je suis à l'intérieur, la lumière s'éteint, et il fait très sombre. Du salon, j'entends la voix de mon père qui m'appelle de la chambre. Il parle dans notre langue, et semble heureux et paisible. Il me dit de venir avec lui, et qu'il veut voir mon visage avant de partir rejoindre nos ancêtres. Il m'appelle Ahantu, ma lumière, le surnom qu'on m'a donné quand j'étais enfant. Mais quand je pousse la porte de la chambre, je me réveille au son d'un enfant qui pleure, à chaque fois. Nathan a poursuivi en expliquant qu'il pense que ses rêves sont un signe et qu'il devrait retourner à la cabane et sur le lieu de mort de Tiwé. J'ai dit, ça pourrait être un piège, tu sais. En fait, je suis sûr que c'en est un. Nathan parla encore une fois dans sa langue à la personne qui se trouvait dans la pièce avec lui, puis il fit une pause. Il a finalement soupiré et dit « Tu as peut-être raison, mais ça lui ressemble vraiment. » Je lui ai fait promettre de ne pas retourner à la cabane. Il a accepté et a dit qu'il m'appellerait dans quelques jours. Je l'ai encore remercié pour le sacrifice de son père. Quelques jours ont passé assez calmement, je dirais. Laura n'a pas répondu à mes appels. Et Becca, la sœur de Faye, n'a pas répondu à mes textos. L'attitude distante de cette famille me rend fou. Quand Faye et moi sommes rentrés de l'épicerie un soir, un colis avait été livré par la poste. Il contenait les herbes dont Nathan avait parlé, avec des instructions sur la façon de les transformer en thé. Ne pas en mettre trop, disait le petit mot. Faye en a infusé un peu et l'a bu. Et quand elle a eu fini, je lui ai dit en plaisantant, « En fait, nous t'envoyons en reconnaissance. Ça va être très intense. » Cela ne l'a pas amusé. Nous avons tous les deux dormi profondément cette nuit-là. Pas de mauvais rêves, pas d'activité étrange à l'extérieur, pas de son bizarre. Le lendemain matin, on a frappé à la porte, si légèrement que cela n'a réveillé que moi. Je suis l'insomniaque à sommeil léger de la famille. Je me suis glissé hors du lit, en essayant de ne pas réveiller Faye, et je me suis traîné jusqu'à la porte d'entrée. C'était Laura. Elle était venue totalement à l'improviste, sans être invitée. Je ne savais pas ce qu'elle faisait ici, mais je savais par son regard qu'il y avait un souci. Je l'ai invitée à entrer et l'ai informée que Faye dormait encore. Elle était soulagée et a dit qu'elle voulait me parler, seule à seule. De son sac, elle a sorti un album photo. Nous nous sommes assis sur le canapé où elle s'est calmement excusée pour tout, pour avoir été évasive, pour avoir menti, et pour nous avoir laissé aller dans cette cabane en premier lieu. J'ai rejeté ses divagations et exigé de connaître le but de sa visite. J'en avais absolument assez de tout cela, et je voulais aller au fond des choses. Laura a réduit sa voix à un chuchotement et a ouvert l'album photo. En tournant les pages, je me suis rendu compte qu'il s'agissait en fait d'un album très élaboré
qui avait nécessité des années d'efforts. Il y avait des photos, des dessins, des croquis, des lettres, des cartes postales, et même un collier et des fleurs séchées. J'ai vu des photos de Faye que je n'avais jamais vues auparavant. Elle était absolument adorable quand elle était enfant. Sur toutes les photos, son sourire rayonnant se dessinait sous ses petites boucles dorées. Laura a dit « C'est ce que je voulais te montrer ». Je ne sais pas comment en parler à Faye. J'étais stupéfait. L'album était parfaitement agencé, avec beaucoup de goût, presque une œuvre d'art. « C'est vous qui l'avez fait ?» j'ai demandé. Elle a continué à feuilleter l'album et m'a montré quelques vieilles photos d'elle pendant le dernier stade de sa grossesse. La pièce maîtresse de l'une des pages était une photo de Laura le ventre gros, avec un sourire juvénile, et de la petite Faye 5 ans, posant curieusement son oreille contre le ventre de sa mère. C'était une image inestimable, qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis des décennies. Alors que s'est-il passé ? J'ai demandé. Laura regardait par-dessus son épaule et dans le couloir. Elle craignait visiblement que Faye ne se réveille. Son nom était Christopher, a-t-elle dit. Des larmes ont coulé dans ses yeux pendant qu'elle parlait. Puis elle tourna la page, et il y avait une photo de Laura en train de passer une échographie et de lever le pouce. Il est né 1 mois à l'avance et mort à sa naissance. Je n'avais aucune idée de ce que je devais dire. J'avais l'impression que si je disais « je suis désolé », cela manquerait d'empathie. Alors à la place, je préférais garder le silence. « Décollement du placenta », a-t-elle poursuivi. « C'est rare, mais ça arrive. » Elle s'est rapprochée de moi sur le canapé et a posé l'album sur mes genoux, puis a attrapé mon poignet. Elle a dit « Félix, Faye ne se souvient pas de tout cela. Nous n'en avons jamais parlé. » J'ai demandé comment cela pouvait être possible, étant donné qu'elle était certainement assez âgée pour se souvenir d'un tel événement. Laura a expliqué que cela s'est produit alors que Greg était sorti avec les filles. Les ambulanciers ont emmené Laura à l'hôpital, mais le bébé n'a pu être sauvé. Lorsqu'elle et Greg ont finalement décidé d'annoncer à leur fille la mort de Christopher, Becca a eu le cœur brisé, mais Faye n'a pas réagi. C'est comme si ce qu'il lui disait n'avait pas été pris en compte. Laura disait « Tu comprends que Christopher ne reviendra jamais à la maison ?» Et Faye répondait « Oui maman », dénuée d'émotion. Cela a duré des semaines. De temps en temps, Faye demandait des nouvelles de Christopher, comme s'il allait bientôt revenir. Puis soudain, elle ne s'est plus souvenue de lui, comme s'il n'avait jamais existé. Elle a commencé à se comporter bizarrement à l'école, et a piqué de violentes crises de colère sans raison. Un psychologue pour enfants a prévenu que Faye ne gérait pas bien la situation. Alors Laura et Greg ont décidé de passer plusieurs jours au chalet avec les filles, dans l'espoir de divertir l'esprit de la petite Faye de ce lourd événement. C'est alors que c'est arrivé. Ce qui vit dans la forêt là-haut, dans les arbres ou dans le trou, a de suite remarqué Faye. L'imposteur voulait en savoir plus, mais son petit cerveau s'est emmuré de terreur quand il s'est trop approché. Laura a dit « Après ce jour, Faye n'a plus jamais parlé de Christopher et semble ignorer complètement qu'il ait existé. » Tout à coup, la voix de Faye a surgi de derrière nous. Elle était debout dans le couloir, peut-être depuis un long moment. J'ai fermé en claquant l'album. L'air s'est échappé de la pièce. Il y a eu un moment de silence atrocement long, pendant lequel nous avons tous échangé des regards surpris. Elle a fini par demander « Qu'est-ce que c'est ?» en désignant l'album sur mes genoux. J'étais désemparé, comme une biche devant les phares d'une voiture. Laura s'est levée, s'est dirigée vers Faye et l'a serrée dans ses bras en lui demandant comment elle se sentait. Elle a dit qu'elles devaient se parler toutes les deux, mais Faye l'a repoussée et s'est dirigée vers le canapé. Ses yeux ardents se sont fixés sur l'album et n'ont pas scié. Elle s'est baissée et l'a ouvert. La page qu'elle découvrit comportait une découpe colorée du chiffre 5. C'était l'une des dernières pages du livre. Sa mâchoire s'est mise à trembler et des larmes ont coulé instantanément de ses yeux. Un regard de douleur atroce s'est posé sur son visage et elle a commencé à hyperventiler. Laura a fait le tour du canapé et a essayé de la consoler, mais Faye a repoussé sa main, a attrapé l'album, puis s'est enfermée dans la chambre.
Elle y a pleuré pendant des heures et ne nous a jamais laissé entrer. J'ai passé le reste de la journée seul. Faye n'est pas sortie de la chambre et n'a pas répondu quand j'ai frappé. J'ai donc joué à Overwatch pour me distraire de la grosse boule que je ressentais à l'estomac, tout en envoyant des SMS à mes meilleurs amis Richard et Jason concernant les nouveaux développements. Quand je me suis levé pour boire un verre, j'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir énergiquement. Faye était prête à me laisser entrer. Elle était assise sur le lit avec l'album sur ses genoux quand j'ai poussé la porte. J'ai dit aussi doucement que possible « Tu veux en parler ?» Son visage était couvert de larmes. Sa peau était pâle et ses yeux étaient sans vie. Je ne l'avais jamais vue dans un tel état. J'ai même envisagé d'appeler les secours. Puis elle a dit « Je me souviens maintenant ». Je suis resté dans l'embrasure de la porte, craignant de faire un geste. Je ne savais pas comment Faye allait réagir en apprenant que j'avais conspiré avec sa mère au sujet de leur passé secret. Maman et moi avons passé tout l'été à aménager la chambre d'enfant, dit-elle en passant le doigt sur l'une des photos. Papa était si fier d'avoir enfin un fils. Nous avons donc choisi un thème sportif. Je me suis dirigé vers le lit et me suis assis, doux comme un agneau, en essayant de ne pas déclencher une explosion. Faye gardait ses mains appuyées sur l'album, comme pour se connecter à son passé. Le numéro 5 coloré se trouvait au centre de la page, posé sur diverses photos. Sur l'une d'entre elles, il y avait une peinture murale de baseball, avec 5 joueurs, et sur une autre, une grenouillère pour enfants ayant la forme d'un maillot de basket. Elle affichait le chiffre 5. Faye s'est remise à pleurer, et a dit « Christopher allait être le 5e membre de notre famille. » Nous avons parlé pendant un long moment. La plupart du temps, c'est Faye qui parlait. Moi, je regardais son visage, émerveillé, tandis qu'un déluge de souvenirs enfuis inondait à présent son esprit. Parfois, elle pouvait à peine parler. D'autres fois, elle secouait la tête et disait que tout cela n'était qu'un rêve. Son déni augmentait et diminuait par vagues, et elle s'accrochait à toutes les images déformées dans sa tête et essayait de me les décrire avec beaucoup d'efforts. Une tombe avait été déterrée, et Faye la fouillait malgré la douleur que cela lui causait. Tout ce que je pouvais faire, c'était de lui tenir la main. Ce soir-là, j'ai refait le thé de Nathan, et nous l'avons bu tous les deux. Faye s'est endormie et je suis resté éveillé à regarder Netflix. Juste au moment où j'allais éteindre l'ordinateur, j'ai entendu un bruissement à l'extérieur, puis la voix d'une petite fille. Elle a dit « C'est Faye, je ne peux pas te voir, qui es-tu » J'ai traversé le couloir et regardé à travers les stores du salon. Une silhouette sombre est passée juste devant la fenêtre, me faisant à moitié peur. Elle venait de notre cour arrière et avait sans doute été debout près de la fenêtre de notre chambre. J'ai couru dans le couloir, j'ai attrapé ma veste et mes chaussures, puis je me suis précipité dehors et regardé aux alentours. Là, de l'autre côté de la route, debout, sous un lampadaire, se trouvait un homme. Son corps brillait dans la lumière jaune pâle, mais son visage était totalement noir. Il mesurait près de 2 mètres, et l'une de ses épaules était sensiblement plus haute que l'autre. Sa posture était rigide et rappelait la façon dont Faye était somnambule. Je savais exactement qui c'était. Je ne peux pas expliquer ce qui m'a poussé à lui courir après, mais je voulais attraper cette chose par le cou et le battre à mort de mes mains. Peut-être que c'est la fatigue qui a atténué ma peur, ou peut-être que j'en avais juste assez. Mais au lieu de m'attaquer dans la rue, la silhouette s'est retournée et a couru. Je lui ai couru après, en criant de toutes mes forces de rester loin de ma famille et de ma maison. La chose se déplaçait très vite, mais boitait avec une démarche très bizarre. Mon esprit a imaginé une créature mince comme un rail, faite de parties noires et huileuses, s'étirant sur le costume d'un humain et se déplaçant sans grâce. Cette chose n'était pas une personne. Ses mouvements étaient animaliers, ses enjambées étaient bien trop longues. Son souffle sifflait dans l'air comme un accordéon antique, et la puanteur qui traînait derrière elle me brûlait le nez. Ça sentait le feu grégeois.
« Tu n'as rien à faire ici !» j'ai crié. Les lumières se sont allumées dans les maisons tout autour de moi, alors que je poursuivais la silhouette. Elle galopait pratiquement, et avait toujours 6 mètres d'avance sur moi. Je l'ai poursuivie sur 2 pâtés de maison. Elle a fini par franchir une clôture en grillage dans le parc communautaire, où il n'y avait aucune lumière. Je ne voyais rien, alors j'ai dû courir de l'autre côté pour rentrer. La seule chose que je pouvais voir était une silhouette. Elle se tenait là dans le champ, enveloppée dans la nuit, regardant la lune. Le contour argenté de son corps indiquait qu'elle était tournée vers moi. Une de ses mains tremblait sauvagement, l'autre était nouée comme du bois flottant. Ce que je voyais était troublant, mais je me suis approché, déterminé à mettre fin à ce cauchemar ce soir-là, d'une manière ou d'une autre. Mon courage s'est évaporé à environ 3 mètres de la silhouette, quand elle a émis un grognement que je ne peux même pas décrire. Il était si profond que j'ai senti de fortes vibrations dans ma cage thoracique. Je me suis arrêté dans mon élan, mais j'ai quand même réussi à dire « Tu ne la prendras jamais, tu n'auras jamais Faye, tu nous laisses tranquilles pour toujours, retourne dans la montagne et enterre-toi dans la mine. » Il a grogné à nouveau, puis a gargouillé un rire gras. « Quel est ton nom ?» il a demandé avec ma voix. Il s'était exercé. C'était parfait maintenant. Puis-je entrer ? Comment tenir une conversation avec une entité qui est en fait un perroquet démoniaque ? J'ai dit beaucoup plus fort qu'avant, « Tu vas nous laisser seuls et retourner à la montagne. Faye ne sera jamais à toi. » L'imposteur a émis le cri d'un enfant. Puis il a dit, « Tu descends dans le trou. C'est là qu'il va te mettre. » Puis il a dit quelque chose que je n'attendais pas. Le son m'a tellement déstabilisé que ma tête s'est mise à tourner. « Parle-moi de l'enfant, » a-t-il dit. La voix de Nathan s'est échappée doucement de sa gorge. « Parle-moi de l'enfant. » Avant que je puisse parler, l'imposteur s'est retourné et m'a affronté. Il n'y a pas de mots pour exprimer la combinaison de peur et de désespoir instantané que j'ai ressenti. Mes genoux se sont dérobés sous mon corps et je suis tombé sur l'herbe humide. Le visage de Nathan, mon ami, mon protecteur, le fils d'un homme qui avait donné sa vie pour m'aider, me regardait fixement, avec des yeux sans paupières. À présent, sa peau était durcie et meurtrie, son cuir chevelu écorché, ses yeux tourmentés. Il avait été étiré sur un crâne qui n'était pas tout à fait adapté et un corps qui cliquetait avec des os détachés et rafistolés. Un liquide noir et visqueux s'écoulait le long des bras. Peut-être était-ce du sang. Il faisait trop sombre pour le dire. Il a prononcé une phrase dans la langue du peuple de Nathan, la même que Nathan avait prononcée au téléphone le mois dernier et qui nous avait rendus malades. Et j'ai commencé à vomir abondamment alors que j'étais allongé sur le sol. « Parle-moi de l'enfant » dit-il encore une fois. Puis il s'est mis à sourire. Les lèvres s'écartaient et s'étiraient dans une expression de joie malveillante, portant la gueule pourrie d'un loup mort depuis longtemps. La voix calme de Nathan s'en échappa. « Laisse-moi parler à celui qui t'a suivi chez toi. » J'ai haleté pour respirer, mais je ne pouvais pas ordonner à mon corps de bouger. La créature a fait quelques pas vers moi, et j'ai fermé les yeux, m'attendant à sentir ses crocs immondes sur mon cou. Au lieu de cela, j'ai entendu des pas s'approcher, puis s'éloigner dans la direction opposée. Quand j'ai ouvert les yeux, l'imposteur m'avait enjambé et s'était éloigné. Il était déjà au loin, se déplaçant rapidement. Il retournait vers mon quartier, vers ma maison.